Bonjour, Frédéric Worms, je suis philosophe ou professeur de philosophie. J'ai travaillé sur Bergson, surtout sur le vivant, les relations entre les vivants, la morale, la politique et la démocratie. Alors je pense qu'il y a beaucoup de manières de découvrir la philosophie. Je pense quand même que on a tous un besoin de philosophie cachée, c'est à partir de certaines expériences vitales. Et que simplement on peut ou pas avoir l'occasion de faire de ce besoin caché une vraie expérience de la philosophie. Et là il faut le hasard d'une rencontre. Pour moi, c'était pas forcément un enseignant au départ, même s'il y en a eu un ensuite, un ou deux, peut-être même trois en fait. Mais c'est aussi des textes, c'est aussi pas seulement des textes d'ailleurs philosophiques au sens professionnel, il y a aussi des textes littéraires, des conversations avec des amis, la réflexion sur la politique. Je pense qu'il faut la discussion humaine et les questions philosophiques viennent très vite, mais après il faut un contexte, il faut des institutions. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études de philosophie, c'était pas programmé, mais c'est ce qu'il faut défendre aujourd'hui. Il faut que ce soit possible de faire de la philosophie. Donc Cité Philo m'a proposé de faire la leçon inaugurale sur dire et faire. Et c'est évidemment à la fois une sorte d'exercice qui m'est proposé, comme dans n'importe quel sujet de réflexion philosophique, mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils pensaient que j'avais quelque chose à dire. C'était paradoxal, parce que je ne suis pas un philosophe du langage, je suis plutôt un philosophe du vivant, mais pour qui la parole est très importante. Et donc je crois que l'enjeu, c'était de montrer que dire et faire, c'est pas un sujet scolastique, c'est justement pas un sujet scolaire, c'est un sujet qui intervient au cœur de nos vies. Et donc il faut toujours en philosophie comprendre pourquoi une question qui surgit de la vie peut donner lieu à diverses positions et doit donner lieu en effet à une problématique, une réflexion argumentée qui passe par différentes positions. J'ai joué le jeu de la leçon, j'ai opposé deux grandes positions philosophiques, celle que je critique et la mienne. Et surtout, j'ai essayé de montrer ensuite les enjeux pratiques. Et donc c'était un plan en trois parties, c'était une dissertation, mais en même temps, vraiment, une prise de position personnelle pour montrer que ce n'était pas un sujet de scolaire. Mais c'est vrai aussi pour les dissertations scolaires. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Faites de la philosophie à la fois rigoureusement, mais aussi vitalement. Pourquoi Bergson? C'est amusant parce que donc, ça fait maintenant une trentaine d'années que je travaille sur Bergson. Et aujourd'hui, il y a une sorte de ce que Bergson a décrit, c'est le mouvement rétrograde du vrai, l'illusion rétrospective. C'est aujourd'hui, maintenant en 2019, que je comprends pourquoi j'ai commencé à faire une thèse sur lui en 89, effectivement, au moment où il avait complètement disparu. Et c'est maintenant que je peux assumer la question du vivant comme m'ayant amené à Bergson, mais à l'époque, c'était pas forcément ça. C'était aussi une dimension d'histoire de la philosophie française, de lacunes énormes, d'injustice à son égard. Je venais de Merleau-Ponty, de Deleuze, de quelques autres, et tous ces gens-là, pour eux, Bergson était central, mais il avait disparu pour des raisons idéologiques et historiques. Et j'y suis revenu parce que le texte s'impose. Mais aujourd'hui, je dirais, c'est pour moi un des vitalistes critiques les plus importants. Je ne suis pas entièrement bergsonien. Le livre qui finalement m'importe le plus, c'est celui qui a été le plus refoulé, Les deux sources de la morale et de la religion, mais pas pour la philosophie de la mystique. Moi, je suis dans l'humanisme vital, comme je dirais aujourd'hui, mais pour la distinction entre le clos et l'ouvert, entre la guerre et la paix, qui prolonge la distinction entre la durée et l'espace, entre la création et la destruction. D'accord, donc le Comité consultatif national d'éthique, c'est une instance consultative qui a été créée en France pour la première fois pour rendre des avis sur des problèmes moraux, politiques, soulevés par des techniques biologiques, par exemple sur la reproduction, sur le génome, sur la mort. Il y a des problèmes qui dépassent les clivages droite-gauche, qui ne peuvent pas être traités uniquement politiquement, et il faut une instance qui réfléchisse en mêlant différents points de vue.
Et la philosophie en France y est très présente. Dans d'autres pays, c'est moins présent. Mais la philosophie est évidemment au courant des grandes oppositions entre philosophie morale, entre morale même, entre principes moraux et des choix qu'il faut faire. Et donc la philosophie aide à confronter les éthiques autour de la bioéthique. Je pense qu'on ne peut pas prévoir les textes qui vont affecter en profondeur quelqu'un et lui montrer ce que c'est que la philosophie. Il faut donc tout essayer et chacun trouvera son texte. Je pense qu'en France, on devrait commencer par des grands philosophes écrivains en français. C'est pas du tout par un privilège, c'est parce qu'on sent peut-être plus profondément les enjeux. Donc peut-être Jean-Jacques Rousseau, Blaise Pascal, Descartes et Diderot et beaucoup d'autres, évidemment jusqu'au XXe siècle compris, Bergson, Sartre ou Merleau-Ponty ou Camus, ou Simone Veil. Ce que je pense, c'est qu'il faut beaucoup lire et pas chercher tout de suite à tout maîtriser. Le fait que la philosophie soit une discipline scolaire donne une sorte de sentiment d'intimidation et de désir de maîtrise. Si l'élève allait devenir le maître, ou parce qu'il apprend la philosophie avec des maîtres. Et en fait, non, il faut lire pour lire, et parfois sans comprendre, mais il faut se laisser affecter. Il y a des textes qui vont vous marquer en profondeur, tout simplement parce que vous allez comprendre quelque chose.